Alors il y a beaucoup de choses qui font contradiction. Il y a cette idée de clarté de la Bible qui fait qu'il n'y a pas à discuter. Elle a dit ça, c'est comme ça, et puis Calvin donne la bonne explication, mais c'est comme ça. Castellion, beaucoup plus, c'est obscur, on peut comprendre de différentes manières. Il y a une toute autre approche de la Bible. Il y a chez Castellion un souci d'honnêteté philologique supérieur, me semble-t-il, à Calvin. Leur premier accrochage, ou un de leurs premiers accrochages, ça a été dans les cours, enfin dans les séances où on préparait les prédications, où il n'était pas d'accord avec les exégèses de Calvin. Il avait une compétence philologique très supérieure à celle de Calvin. Calvin avait une forte compétence, je ne veux pas dire le contraire, mais Castellion était vraiment un homme d'études. Et la querelle que l'on rapporte sur le symbole des apôtres, le symbole dit des apôtres, est tout à fait significatif. Calvin dit il est descendu, Jésus est descendu aux enfers, il faut comprendre qu'il a souffert extrêmement, à l'ultime. Et Castellion lui dit ce que tu dis, c'est peut-être très juste, hein, j'ai rien contre, c'est peut-être très pieux, mais c'est pas ça que le texte dit. Il y a là un souci de fidélité philologique, d'honnêteté philologique qui passe avant le souci d'édification chez Castellion. Puis chez Castellion, le refus, il n'est pas le seul. Il est beaucoup plus répandu qu'on ne le dit. Le refus de la double prédestination, qu'il n'accepte pas. Et puis il y a ce refus du totalitarisme calvinien, qui finit par identifier Dieu non pas à sa personne, ça ce serait injuste de dire ça de Calvin, mais de l'identifier à sa doctrine. Donc c'est relativisme. C'est relativisme, pluralisme. D'accord. Pluralisme. Ce que avait très bien vu un des grands connaisseurs de Calvin, Émile Doumer, qui est à l'origine d'ailleurs du mur, une des origines du mur de la Réformation, qui disait attention, Castellion, c'est pas la tolérance, c'est le pluralisme. Ce qui est encore plus dangereux. Pour Doumer, oui. Plus subversif. Alors pour justement les tenants du protestantisme libéral aujourd'hui, ceux qui se revendiquent, parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui font du libéralisme sans le savoir, et pour ceux qui le revendiquent, quel est justement votre regard de théologien sur Calvin aujourd'hui ? Alors il y a des regards divers, parce que le propre du protestantisme libéral, c'est de laisser chacun s'exprimer. Moi j'indiquerai volontiers mon regard. Je trouve que Calvin a le don d'expliquer. Il a le don d'écrire. Son écriture est vraiment remarquable, de clarté. Je ne suis pas très... comment dirais-je, j'apprécie pas tellement ses écrits polémiques. Je trouve qu'il passe avec une facilité à l'injure, facilité... Je ne sais plus qui disait que chez Calvin, on trouvait le catalogue de toutes les injures du XVIe siècle, le catalogue le plus complet. Alors ça, j'aime pas. Ces écrits polémiques, j'aime pas. Mais les écrits d'exposition, l'institution chrétienne, les commentaires, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement clair. Et Calvin n'est probablement pas un théologien très original. Beaucoup de ses idées lui viennent de la tradition, d'Augustin, qu'il a beaucoup lu, lui viennent aussi de Zwingli, beaucoup plus qu'on l'a dit. Zwingli est plus original que lui. Alors, les idées de Zwingli sont passées chez Calvin, qui n'a pas connu Zwingli, par l'intermédiaire de Farel, qui a été un second Zwingli avant de devenir le collaborateur de Calvin, aussi par Bullinger, quand il discute autour de la scène, et la dette de Calvin envers Zwingli est, je crois, très, très grande. Mais Calvin a le don d'expliquer. Et il devient le grand docteur de référence, un des grands docteurs de référence à côté de Bullinger, dans le protestantisme réformé du XVIe siècle, à cause de cela. En grande partie à cause de cela. Alors c'est un apport que moi je juge historiquement positif et intéressant, et dont je tire la leçon que les intellectuels doivent aussi faire l'effort de communiquer. Pas seulement de penser, il faut qu'ils pensent bien entendu, mais aussi de communiquer la pensée, de la faire comprendre et de l'expliquer, et c'est peut-être une des leçons qu'il y aurait dans Calvin. Alors dans Calvin théologien, il y a des choses que je trouve
extrêmement intéressantes, certaines que je pourrais reprendre à mon compte, des ouvertures, avec souvent, il ne va pas jusqu'au bout de ses intuitions. Il a par exemple l'idée que le Christ pourrait dépasser la personne de Jésus. Idée extrêmement féconde, pensons au dialogue interreligieux. Mais il va pas très loin, il lance l'idée, puis il la poursuit pas très loin. Il n'est pas entièrement cohérent, contrairement à la légende, il n'est pas, c'est d'ailleurs pas forcément un défaut, quelqu'un d'entièrement cohérent, c'est ennuyeux. Je crois que c'est la duchesse de Longueville qui disait du grand Arnaud là, de Port-Royal, c'est un syllogisme casqué. C'est pas très drôle, un syllogisme casqué. Alors, il n'est pas entièrement cohérent, et mon ami maintenant décédé, Richard Stauffer, disait que ça avait été un des mérites de la lecture de la Bible de Calvin, que ça l'avait empêché de s'enfermer dans un système, parce que la Bible n'est pas systématique. Et donc, il y a des éléments tout à fait positifs, qui ne doivent en tout cas pas cacher les éléments négatifs, cette rigidité de pensée, cette impossibilité de supporter le désaccord qui est flagrante chez lui. Peut-être qu'il y a sa maladie d'ailleurs, je ne veux pas forcément l'en accabler, mais enfin quand même qui est tout à fait frappante, des éléments de fermeture, de rigueur qui me paraissent tout à fait négatifs, et sa tendance vers un pouvoir absolu qui n'a certes jamais eu, mais enfin c'était quand même, il a quand même des penchants dictatoriaux très nettement. Je pense que l'œuvre de Calvin, pour ma part, elle se situe entre le Moyen-Âge et les temps modernes. Il est par bien des égards un homme du Moyen-Âge. Mais il y a aussi des éléments de modernité, en particulier son amour pour le français. Il parle français, il écrit français, et il estime que le français peut être une grande langue de culture. Il est là à un moment charnière, et je trouve que c'est un peu son intérêt d'être un point de départ, mais pas d'être une référence absolue, pas d'être un point d'arrivée. Il n'incarne pas le protestantisme. Il est un de ceux, avec d'autres, qui ont mis en route le protestantisme. Par rapport à Castellion 2015, au projet de collectif et de projet de fêter Castellion, les 500 ans de la naissance de Castellion en 2015, c'est un projet qui est en fait né d'une réaction au fait qu'on ait fêté au départ à Genève, mais pas qu'à Genève, les 500 ans de la naissance de Calvin. Et je voulais voir justement on a interviewé des calvinistes et des gens qui ont organisé ce jubilé, mais vous en tant que protestant qui se revendique libéral, quel est votre regard sur ce qui a été fait en 2009, donc plus sur Calvin lui-même, mais sur la commémoration, comment elle a été menée. Donc j'imagine en France c'était différent de ce qui s'est passé à Genève, mais c'est vrai qu'on a magnifié beaucoup l'image de Calvin, on a fait une figure de proue du protestantisme, on a l'impression que c'est lui qui a inventé le protestantisme, à lire certains, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et puis on a dit des choses absolument incroyables qui justement se rattachent plus au protestantisme libéral qu'à tout calvinisme. Par exemple, j'ai vu ce que l'Église française a fait, l'Église protestante française, en disant Calvin, l'audace d'une parole libre, ce genre de slogan-là. À Genève, on a dit qu'il avait inventé la démocratie moderne, donc ce genre de choses-là. Quel est votre regard à vous, en tant que professeur de théologie, par rapport à ce qui a été fait en 2009 ? Alors la commémoration est toujours un exercice très ambigu. Il me semblait que ces dernières années, on avait réussi à faire des commémorations qui ne soient pas des célébrations, mais qui soient l'occasion de réflexion, en particulier autour de la révocation de l'édit de Nantes et l'édit de Nantes, où on a essayé de sortir d'une histoire en image d'Épinal pour essayer d'entrer dans une histoire concrète qui nous aide à partir du passé à réfléchir à notre présent, mais qui essaie de reconstituer assez exactement le passé. Alors, en ce qui concerne 2009 Calvin, moi je pensais au départ que ce serait ça qu'on allait faire. Et il me semble que ça n'a pas été ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à Genève. En France, on est probablement moins tombé dans une calvinolatrie qu'à Genève. On n'a pas entièrement évité, loin de là, hein, loin de là. Et ce qui m'a beaucoup frappé,
c'est qu'à la différence de ce qui s'était passé pour l'édit de Nantes et la révocation de l'édit de Nantes, je n'ai pas vu, ou je n'ai vu qu'exceptionnellement, des travaux d'envergure, des travaux universitaires d'envergure. Il y a eu, il y a 20 ans, je pense au livre de Nicole Mallet sur le vocabulaire de Calvin, ou au livre de Richard Stoffer sur la prédication de Calvin, des choses nouvelles qui apparaissaient, et une sorte de renouveau des études sur Calvin et de l'intérêt de Calvin. Là, je n'ai pas perçu beaucoup de choses de ce genre. Je ne dis pas que ça manque complètement, je trouve en particulier que les travaux de Millet sont des travaux extraordinairement intéressants et intelligents sur Calvin conçu comme rhétoricien, et Calvin concevant Dieu comme rhétoricien. Alors, on constate aujourd'hui à son image, et Calvin a tendance de faire de Dieu un bon professeur, enfin, parce que c'était ce qu'il était. Mais à part ça, je trouve qu'il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu quantité de livres qui ont repris, qui ont répété ce que l'on savait déjà. Je ne vois pas tellement un renouveau des études calviniennes pendant cette année. C'est pour moi un peu une déception. Et quand on parle du protestantisme, en tout cas quand on n'est pas dans une secte du protestantisme, on ne soit pas castellioniste ou calviniste ou quoi que ce soit, on pense toujours au protestantisme comme étant la religion de l'esprit critique et comme étant une religion où les gens peuvent se faire une idée eux-mêmes de l'évangile ou de la parole de Dieu ou du monde ou de la foi. Et est-ce que ça vous a marqué de nouveau la commémoration en France et en Suisse, ça n'a pas été la même, mais ce fait qu'il y avait quelque chose de très particulier par rapport justement à cette commémoration Calvin, où l'esprit critique était très peu revendiqué. Alors l'esprit critique n'a pas été entièrement absent. Entre parenthèses, je vais donner une définition de protestantisme qui est tout à fait néo-protestante, hein, pas du tout hétéro-protestante. J'assume. Voilà, J'assume. tout à fait. J'étais à Strasbourg en novembre dernier, où vous savez peut-être, il y a eu une grande fête du protestantisme français qu'on a voulu concevoir sur le modèle des Kirchentag allemands, qui était la première du genre. Et au cours de cette fête, c'est d'ailleurs un de mes anciens étudiants qui était pasteur dans une des paroisses, qui a monté une pièce qu'il a fait écrire sur Calvin et Castellion. Et j'étais très frappé de voir dans cette salle pleine la manière dont pendant 1h30 des comédiens ont su mettre en scène et rendre vivant un dialogue qui n'est pas facile, qui n'était pas simple, hein, c'était pas des petites histoires, c'était sur les histoires de fond. Il y avait cet aspect critique. Mais alors, il a été un peu occulté, ou il a été moins important qu'un autre aspect qui est lié au sentiment du protestantisme d'être dans une situation difficile, à l'interrogation sur l'avenir du protestantisme et sur la volonté de se faire voir, de se faire entendre et de ranimer d'une certaine manière la flamme du protestantisme. Je ne sais pas d'ailleurs si ce sentiment est entièrement justifié. En France, nous constatons que dans les églises réformées, pas calvinistes, hein, nous ne disons jamais église calviniste, il n'y en a pas d'église calviniste. Église réformée, il y a des églises luthériennes, il n'y a pas d'église calviniste. On doit dans ces églises que la majorité, en tout cas une bonne moitié des cadres et des responsables ne sont pas de vieille origine protestante. Autrement dit, les protestants qui remontent au XIXe ou au XVIe siècle, je le dis d'autant plus que moi je fais partie d'une famille protestante depuis le XVIe siècle, deviennent la minorité et sont remplacés par des gens qui viennent du dehors, qui viennent d'ailleurs, un peu de partout, et qui ont donc les convictions protestantes, mais pas la culture protestante. Alors là, il y a une situation qui peut paraître difficile, et c'était peut-être une manière de recréer une sorte de culture protestante. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen, et je trouve que la réflexion sur le XVIIIe et XIXe et début du XXe est probablement beaucoup plus importante pour cela.